Nous sommes avec Thomas Perrin, qui est directeur général délégué en charge des métiers santé et prévoyance d'Apicil. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter et puis également présenter Apicil? Bien sûr, donc le groupe Apicil est un groupe de protection sociale. Euh, c'est le troisième groupe de protection sociale en France et qui est basé à Lyon. D'ailleurs, le dernier groupe de protection sociale qui soit basé en province euh, depuis quelques années. Et on représente environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on a trois métiers principaux. Un métier historique qui est le métier de gestionnaire de la retraite complémentaire Agir Carco des salariés du privé, qui représente une petite partie de notre activité, environ 10% de nos effectifs. Et puis après, qui est un métier de gestionnaire, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est un métier extrêmement important parce que ça nous donne une emprise sur nos territoires, en particulier la région Rhône-Alpes, sur les entreprises du territoire et sur les problématiques sociétales de nos territoires. Et puis, ça nous donne aussi une emprise sur la population des seniors, parce que quand on parle de la retraite complémentaire, on parle bien évidemment des actifs qui cotisent, mais aussi des allocataires qui perçoivent des allocations une fois qu'ils sont à la retraite. Par ordre chronologique, donc depuis quelques dizaines d'années, le métier de la santé et la prévoyance, communément appelé la mutuelle ou la prévoyance. Et donc, c'est un métier de complémentaire des régimes de sécurité sociale, globalement pour les salariés du privé, mais aussi pour d'autres régimes, notamment les travailleurs non salariés. C'est un métier à haute fréquence de contact avec les clients, puisque à chaque fois que quelqu'un est malade, en arrêt de travail, invalide malheureusement ou parfois décédé, on est en contact avec lui ou avec ses proches. Ça représente environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça occupe une majorité des collaborateurs du groupe, plus de 1200 personnes, 1300 personnes qui s'occupent de nos clients. Et on a environ 1,4 million de clients, principalement plutôt des clients via l'assurance collective, c'est-à-dire des gens qui sont protégés via leur employeur, que ce soit sur la mutuelle santé ou sur la prévoyance. C'est un métier important de ce fait-là et qui est un peu le tronc d'arbre. Si la retraite complémentaire, c'est les racines, c'est le tronc d'arbre. Et puis, notre dernier métier qui a une vingtaine d'années dans le groupe, c'est le métier de l'épargne des services financiers, qui est donc un développement un peu plus récent parce qu'on considère que les métiers de l'épargne et des services financiers sont une des façons d'exprimer la protection sociale, un groupe de protection sociale, et parce que c'est la retraite qui est en jeu. On sait par les régimes de retraite complémentaires qu'elles sont malheureusement tendanciellement de moins en moins importantes. Donc, les métiers d'épargne sont une façon aussi de se protéger et de protéger la société dans le temps. Voilà. Donc, c'est aussi environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on travaille sur ces trois métiers et pour ma part, j'ai le plaisir et la chance d'animer le second des trois, donc le métier de la santé et la prévoyance. Ça fait bientôt un quart de siècle que je travaille dans le secteur de l'assurance sur toutes ses formes, soit dans des mutuelles, soit des assureurs, pour des banques assureurs, pour des consultants, et puis pour un groupe de protection sociale depuis 9 ans. D'accord. Donc nous allons orienter l'échange en fait sur l'innovation, notamment l'innovation au sein des seniors. Peut-être pour commencer, en quoi est-ce que les assureurs sont légitimes pour innover? C'est une vraie belle question, ça. On en avait déjà parlé il y a quelques années. Un assureur est là pour remplacer une valeur détruite, une valeur endommagée à l'occasion d'un sinistre. Donc, c'est un métier très particulier à ce titre, puisqu'on est en cycle économique inversé. Et donc, on ne fait que remplacer des choses, on ne fait pas créer des nouvelles choses. Donc, en termes de produits profonds, c'est en effet un peu compliqué d'innover, de voir des innovations produits chez les assureurs. Et c'est vrai qu'il y a assez peu d'innovation. Et d'ailleurs, notre métier est extrêmement réglementé et c'est bien normal, tant par la réglementation française que par la réglementation européenne, pour assurer la pérennité de notre capacité à couvrir les sinistres de nos clients. Par contre, de par nos différents métiers, et peut-être encore plus nous en tant que groupe de protection sociale par rapport aux autres types d'acteurs, on est en prise directe avec les problématiques sociales et sociétales de nos clients, de nos adhérents, on le dit comme on veut. Et donc, à ce titre,
on est confronté aux problématiques et donc on est confronté non pas à la question de réparer uniquement financièrement, mais réparer fondamentalement ce qui se passe quand la société ou nos clients sont endommagés sous toute forme que ce soit. Et donc, pour cela, on est parfaitement légitime et on a plutôt une légitimité vue de la part de nos parties prenantes à les aider au-delà du remboursement financier pour trouver des solutions pour faire face à leurs problèmes. Donc, à ce titre, on est parfaitement légitime et puis on est aussi légitime parce qu'on a des moyens pour chercher ces solutions. Et puis, il y a aussi de l'innovation dans la façon dont on exprime nos métiers, dans la façon dont on interagit avec nos clients et aussi dans la façon dont on manage, parce qu'on est une industrie du service de la personne. Et on sait que la différenciation pour nous, ou la qualité du service est fondamentale. Et d'ailleurs, nous, ça fait partie de ce qu'on appelle notre raison d'être, qui est par une relation proche et attentionnée, de servir tous les clients toute la vie. Et donc, pour faire ça, y compris en ayant une bonne qualité de service, en répondant à toutes les problématiques, à toutes les diversités de toutes les situations, il est important que nous innovions pour apporter toujours le bon conseil ou la bonne solution à chacun. D'accord. On peut peut-être commencer par donner des exemples d'innovation dans lesquelles vous êtes, entrés, allés? Alors, il y a plusieurs exemples. Donc, on travaille, nous, à travers des soutiens d'entreprises, ou même parfois du financement d'entreprises, hein. On est acteur, on est parfois rentré dans du financement profond pour aider des entreprises à se développer. Et certaines sont sur le terrain de l'innovation. On a d'ailleurs même créé un fonds d'investissement spécifique, où on peut en reparler, sur lequel on recherche un certain nombre de startups qui nous sollicitent. On regarde si leurs modèles sont intéressants, sont en résonance quand même, peu ou prou, avec nos modèles d'activité. Il faut qu'on soit légitime à en parler, pas trop éloigné de nos business. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est de participer à la vie et au développement d'entreprise, parfois en donnant du temps humain. Moi-même, par exemple, je suis au conseil de surveillance d'une entreprise, je suis parrain d'une start-up que l'on finance par ailleurs, ou en donnant parfois des moyens matériels, des conseils, mais de savoir-faire que nous avons, mais aussi parfois des moyens financiers. Donc ça, c'est la première façon que nous avons de faire. Il y a une seconde façon de faire qui est très importante pour nous, qui s'appelle l'action sociale. Donc, depuis de très, très, très longues décennies, le groupe Apicil a choisi d'octroyer chaque année environ 1% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est un montant qui est extrêmement important à destination de ce qu'on appelle l'action sociale. On peut appeler ça le dividende social. Un groupe de protection sociale, ça n'a pas d'actionnaire. Je n'ai pas de capital à rémunérer, je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer, donc je n'ai pas de dividende capitalistique à verser. Par contre, nous, on considère qu'on doit des choses à la société, ce qu'on appelle un dividende social. Donc, on conserve chaque année une partie de nos résultats pour le rendre à la société. Et ainsi, c'est notre action sociale. Et on considère que l'action sociale, avec des axes stratégiques qui vont assez souvent sur la lutte contre les fragilités, la fragilité économique, les fragilités de santé, les fragilités autour du handicap, qui sont extrêmement importantes pour nous, et ben on aide des thématiques, des causes et parfois des choses assez innovantes. On a aussi une troisième façon de faire qui est la façon d'exprimer les choses. Les assureurs, ce sont des acteurs qui ont une certaine puissance, une puissance de voix, et donc on considère, nous, qu'il est important d'être porte-voix sur un certain nombre de problématiques. J'ai deux exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit. La question des aidants, hein, l'aide aux aidants dans les entreprises. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les questions des aidants. On a écrit des livres blancs sur les aidants il y a plus d'une dizaine d'années, à une époque où c'était un mot qui était absolument pas connu. Et donc, on a eu vraiment un discours, je dirais, de prosélytisme, de parler à nos clients, à nos parties prenantes, à nos gouvernances, aux partenaires sociaux, parce qu'on est gouverné par les partenaires sociaux, au pouvoir public de cette problématique, parce qu'on la voyait poindre dans nos entreprises clientes. Et donc, voilà, donc on est porte-voix sur la thématique des aidants. Et la question, on peut en reparler. On travaille beaucoup avec la question du répit, y compris au sein de la métropole. C'est des choses que l'on fait. Mais puis, il y a aussi une autre thématique, par exemple, sur les problématiques de santé au travail, puisque vous savez que les risques psychologiques, malheureusement, sont de plus en plus importants. Et nous, on l'a vu poindre en tant qu'assureur comme étant un facteur d'arrêt de travail qui a pris de plus en plus d'importance depuis une dizaine d'années. Et donc là, on a aussi le propos, on a vu le diagnostic et on a aussi cherché des solutions.
On peut être aussi, en termes de porte-voix, on peut aussi permettre de porter des combats. Et à ce titre, je pense que c'est une innovation qu'on essaie de porter et on milite vraiment, nous, beaucoup pour l'inclusion. C'est un combat je dirais, quasi quotidien. Il y a d'autres façons de faire, c'est aussi de soutenir des projets. Et donc, on a essayé de créer des incubateurs, un incubateur d'entreprise, mais aussi un incubateur social, dont l'objet est de favoriser l'émergence d'acteurs qui n'ont pas forcément comme unique but un résultat économique, mais qui ont comme but premier d'avoir un résultat et d'impacter la société. Donc ça, c'est une façon de favoriser, là encore une fois, l'innovation. Et puis, dernière chose, mais là, c'est plus centré sur nous-mêmes. On travaille beaucoup sur notre communauté de collaborateurs. On favorise l'intrapreneuriat, comme on dit, où on favorise l'esprit critique et l'innovation chez nos collaborateurs pour permettre, encore une fois, de rendre le meilleur service et de manière le plus moderne possible, parce qu'on sait tous que les mouvements sociétaux sont profonds et sont majeurs depuis plusieurs années, et encore plus avec l'accélération, la digitalisation, la crise depuis 2 ans, depuis 1 an maintenant nous montre encore plus. C'est important d'accompagner ces mutations. Il y a différentes façons pour nous de porter ces questions d'innovation. Si on fait un zoom sur le fonds d'investissement, Oui. hem, si on regarde la silver economy, et le fonds d'investissement, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous recherchez? Comment est-ce qu'une entreprise peut postuler, enfin, peut vous contacter pour ce fonds d'investissement et qu'est-ce que vous regardez? Et beaucoup de questions, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que vous regardez et quel type d'entreprise vous recherchez ou comment est-ce que vous les identifiez? Enfin, beaucoup de questions sur le sujet. Alors, on a en effet créé un fonds qui s'appelle InsurTech. Donc, comme son nom l'indique, il est quand même plutôt axé sur des structures qui ne sont pas très loin des métiers de l'assurance. Parce que notre idée, ce n'est pas juste de placer de l'argent financièrement, hein. Comme tout assureur, on a un certain nombre d'actifs. Donc, on place de l'argent pour pouvoir en tirer des bénéfices, pour payer les sinistres futurs qu'auront à subir nos clients ou rembourser nos clients en épargne quand ils auront besoin de leur épargne. Là, on cherche vraiment des sociétés qui sont en résonance ou relativement proches avec nos différents métiers, donc soit le métier de la retraite, soit le métier de la santé-prévoyance, soit le métier de l'épargne et des services financiers, et donc avec lesquels on peut avoir non seulement un investissement, mais aussi un accompagnement, voire parfois des formes de partenariat. Donc, il y a des entreprises, et derrière ce fonds InsurTech, donc il y a quelques professionnels qui scannent, ou en tout cas qui regardent en fait toutes les émergences. Il y a un certain nombre de techniques, maintenant même parfois avec de l'intelligence artificielle pour regarder les startups. On ne cherche pas des choses qui sont vraiment extrêmement nouveaux. On est quand même plutôt sur des entreprises qui ont déjà un peu plus qu'une idée d'un concept, un BP, ce qu'on appelle parfois le POC, le Proof of Concept, donc en tout cas une première maquette du produit ou de la solution qu'elle voudrait proposer, peut-être même des clients, et donc on les aide à ce moment-là. Donc il y a une identification par le fonds lui-même, et puis il y a de temps en temps des gens qui nous appellent et qui nous disent « Tiens, j'ai une idée, j'ai un projet ». Ça m'arrive assez souvent de recevoir des choses. Parfois, c'est des banquiers d'affaires qui nous proposent des dossiers. Parfois, c'est peut-être des gens qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah bah tiens, monsieur Perrin, je peux vous envoyer quelque chose ». Donc, nous, on regarde, on a une direction de l'innovation et des services, hein, c'est regroupé. Et puis, on regarde les dossiers comme tout un chacun. On a une certaine habitude maintenant de regarder. Et puis après, si ça a un intérêt, il y a un comité qui regarde, qui est avec des représentants de chacun des métiers, de la direction de l'innovation, des gens de la finance, qui souvent, généralement, il y a un petit round d'entretien avec le porteur du projet ou les porteurs du projet. Et on essaie d'approfondir pour voir si c'est un intérêt, éventuellement d'investir ou parfois de rentrer au capital. Alors, il y a une société qui est un petit peu connue, qui est même dorénavant cotée sur le marché, qui s'appelle Blue Linea, que vous connaissez peut-être. Et donc, depuis peut-être 8 ans maintenant, on est un acteur important dans le conseil de Blue Linea. On est une partie non négligeable du capital, et donc on travaille ensemble et on essaye de faire des liens entre ce que l'on sait, ce que l'on connaît du marché, les opportunités de développement ou de services que l'on voit pour Blue Linea, mais qui permettent aussi de recréer des services que l'on vend à nos clients. Donc, c'est un peu un cercle vertueux qu'on essaie de créer. Voilà, et puis, donc c'est un fonds, puis de temps en temps, on investit dans les entreprises, le cas échéant.
Vous dites assez proche du métier de base d'apicile, qu'on donne des exemples. Par exemple, des entreprises sur l'axe care manager, c'est ce nouveau métier qui est apparu, enfin qui apparaît en fait pour s'occuper, on va dire, pour aider les aidants à s'occuper des personnes âgées. Est-ce que ça, c'est ce type d'activité est proche et vous la jugez proche Oui, d'apicile? oui, ça c'est quelque chose qui est proche. Une nouvelle façon de distribuer des produits d'assurance, c'est quelque chose qui est proche. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a vu une société de technologie qui propose des dispositifs pour favoriser la lutte contre la fraude en assurance. C'est proche. Par contre, quelqu'un qui veut faire des voitures électriques Oui, ou des meubles d'une manière totalement innovante, c'est très loin de notre métier. J'ai aucun accès au marché pour l'aider. Il faut vraiment que ça soit en résonance avec soit la façon qu'on a d'exercer nos métiers, soit avec les problématiques auxquelles sont confrontés directement nos clients et pour lesquelles nos clients viennent nous voir. d'accord. En effet, le care management, d'ailleurs, Blulinea, c'est un petit peu C'est ça. une structure qui travaille dans le care management. Ils sont un peu en train de bouger. Ils travaillent beaucoup maintenant pour des services et l'innovation qui est à destination des EHPAD et des différents établissements. Et nous, comme on a une activité, par exemple, de gestionnaire d'EHPAD à travers le métier de la retraite complémentaire, on a beaucoup travaillé conjointement sur ces questions-là. D'accord. Parce que sur les seniors, en fait, on voit pas mal de startups qui travaillent avec, l'action sociale, en fait, des groupes comme les vôtres ou des assureurs. Mais en fait, on sent que ces activités sont assez éloignées, en fait, du métier de base. Donc en fait, ils restent «cantonnés» entre guillemets, dans l'action sociale et il y en a assez peu qui passent le pas, qui passent plus de l'action sociale vers plutôt, je sais pas comment vous appelez ça, mais la branche commerciale. Oui, alors en fait, il y a un certain nombre de personnes qui viennent parfois nous voir qui ont surtout besoin d'un accès au marché. Ouais, par exemple, ouais. Ils me disent, bah, donnez-moi l'accès à votre portefeuille de clients, et puis je vais leur proposer des choses en me recommandant de vous. Donc, parfois, si on considère que leur projet est vraiment innovant, apporte de la valeur différente et que ça peut capitaliser sur notre image, pourquoi pas? Mais on essaie quand même de faire des choses qui sont un peu plus structurantes, parce que des projets, comme je disais, on en voit beaucoup, et c'est bien qu'il y ait énormément de choses qui émergent. Quand on fait des investissements financiers, il y a quand même le mot investissement financier. Donc, il faut aussi que c'est des choses qui sont… voilà, on est souvent sur des montants qui sont signifiants, hein. L'unité de base, c'est les centaines de milliers d'euros. Donc, on en attend aussi un retour sur investissement, parce que pas énorme, pas forcément à très court terme, mais on n'est pas là pour investir à fond perdu. Si c'est pour soutenir des porteurs de projets, des associations, des causes, là, c'est plus l'action sociale, en effet, dont on n'attend pas de retour économique. L'action sociale est là pour aider une thématique, soutenir une thématique, donner de l'argent parfois, hein. Lors de la crise du Covid, voilà, on a fait des choses pour certains de nos clients, certaines de nos parties prenantes, qui étaient significatifs, mais sur laquelle on n'attendait pas de retour économique. Donc, il y a vraiment, nous, on fait une différence entre l'investissement dans le fond, qui est sur des solutions innovantes, qui sont en résonance avec nos métiers, mais le but, c'est quand même de créer des entreprises ou favoriser l'émergence d'entreprises qui vont pouvoir s'épanouir dans le temps et proposer des solutions de services dans le temps. À l'autre opposé, quand on est dans l'action sociale, on n'attend absolument aucun retour économique. Ce qu'on vise, c'est l'impact sociétal. Donc, si on peut faire du bien à 1, 200, 1000, 10 000 personnes, tant mieux. Un exemple, pendant le Covid, nous, on a un de nos principaux clients, c'est les intérimaires de France, hein. Donc, on assure les 3 millions de personnes intérimaires en France sont assurées en santé prévoyance chez nous. Et vous savez que dans les intérimaires, il y a un certain nombre de personnes qui sont assez fragiles économiquement, socialement, etc. Donc, il y a eu un don par l'action sociale d'un montant important pour financer des repas au pire de la crise au mois d'avril. Mais voilà, c'était des montants vraiment significatifs. Et voilà, c'était juste pour payer des repas pour des gens qui ne pouvaient pas manger parce que l'ensemble des missions s'arrêtait très vite. Et donc, avec le Fonds d'action sociale du travail temporaire, on a mis ça en place, par exemple. Et là, j'attends aucun retour économique. D'accord. Sur l'axe, sur des causes, par exemple, sur les aidants et les salariés aidants, Oui. quelles sont vos pistes de réflexion et d'action? Alors, sur la question des aidants, on a d'abord beaucoup travaillé sur le prosélytisme et faire connaître cette
cette cause, entre guillemets. Donc, on a beaucoup fait de dispositifs pour aider nos clients entreprises à permettre de comprendre le sujet et à permettre, tant pour les RH que pour les managers, de savoir comment manipuler ce sujet. Et je ne dirais pas, se pas retrouver comme une poule qui se retrouve avec un couteau, parce que ne sait pas quoi en faire. Donc, quand quelqu'un vient vous voir en disant j'ai une problématique, je suis aidant parce que mon conjoint, mon enfant, mon ascendant est dans une situation critique à tel point que je ne peux plus travailler efficacement, souvent les managers sont un peu dépourvus. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, ça, c'était un peu dans le passé. Et puis, il y a quelques années. Et puis, depuis, on a beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Association France Répit sur la question du répit. On a été un acteur financier important d'une maison, la première maison du répit qui est située dans la métropole lyonnaise. Donc, c'est vraiment une maison dans laquelle des proches de personnes dépendantes, au sens dépendantes d'un aidant, hein, pas forcément dépendantes au sens où on entend ça peut être des enfants handicapés lourds ou autres, pas forcément médicalement lourds, ont besoin de se reposer et de prendre un petit peu de répit, comme son nom l'indique. Donc, on a favorisé l'émergence de dossiers, on les a beaucoup aidés, financé des travaux de recherche, financé une partie significative du projet, et on les aide à travailler sur une multiplication de ce sujet de maison du répit sur l'ensemble du territoire français. Donc, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours avec les pouvoirs publics en la matière. Et d'ailleurs, dans nos contrats d'assurance, dorénavant, on prend en charge des remboursements qui ne sont pas liés à un remboursement pris par la sécurité sociale, mais qui sont vraiment extra-contractuels. C'est-à-dire, si vous allez en maison de répit, eh ben, nous, on prend en charge le forfait mensuel, une partie du forfait mensuel. Et donc, ça, on l'a intégré dans nos produits d'assurance. D'accord, donc ça, oui, donc ça, c'est un exemple de service qui peut être intégré dans une assurance, qui est assurantielle. Et donc là, voilà, mais il n'y a pas beaucoup des cas comme ça. Mais là, en fait, on a favorisé l'émergence de maisons du répit. Donc, il y a ce besoin, on a trouvé une solution. Il y a une question de financement de cette solution. Et donc, dans nos contrats, pour les clients qui éventuellement sont confrontés à cette problématique, certains de nos contrats prennent en charge ce type de financement mensuel. Autre exemple sur le répit, au sein de la métropole de Lyon, on a beaucoup travaillé sur un dispositif qui s'appelle Métropole aidante. Oui. Métropole aidante, c'est quoi? C'est à la fois un lieu physique, un lieu d'accueil physique, et puis aussi un lieu Internet qui met à disposition des personnes qui sont aidantes tous les dispositifs qui existent. Et donc, c'est un espèce de portail, on peut le dire comme ça, qui vous propose tout ce qui existe, parce que le panel de solutions, il est complexe. Il peut venir d'un assureur comme nous, ça peut venir de la part de dispositifs publics, ça peut venir de la part de dispositifs de l'État, de la métropole, de l'association, de groupes de parole, de problématiques, de certains types de produits d'adaptation du domicile. Donc, il y a énormément de solutions. Et parfois, en fait, ces solutions, on ne sait pas trop où les chercher. Et donc, Métropole aidante, c'est un espèce de portail qui va regrouper l'ensemble de ces solutions, regarder celles qui sont les plus pertinentes et proches des personnes qui habitent dans la métropole et mettre à disposition ce portail de manière totalement gratuite auprès des personnes qui ont besoin d'aider un aidant, d'être aidant pour un aidé et qui habite sur la métropole. C'est un exemple de choses. Donc, on a pris le sujet à la racine, on a travaillé sur des dispositifs. Parfois, on travaille sur les questions de financement et d'aide et de prise en charge. Et puis aussi, on essaie de mettre à disposition du public les moyens de trouver des solutions. Sur les salariés, sur les aidants salariés, est-ce que l'axe, j'imagine que oui, mais l'axe service complémentaire pour les aidants dans l'assurance santé complémentaire de l'entreprise, ça, c'est quelque chose qu'elle vend en poupe. On en est où dans cette question-là? Alors, donc là ça a un peu moins le vent en poupe, en fait. Ça avait beaucoup le vent en poupe il y a quelques années de notre point de vue, quand en fait, c'était peu connu et les gens ne savaient pas ce que c'était. Et maintenant, en fait, quand on parle d'un aidant, il n'y a plus besoin d'expliquer ce qu'est un aidant. Mais on continue à faire ce travail. Mais donc, il y a moins de services. Nous, on voit les DRH, les partenaires sociaux, quand on travaille sur les branches professionnelles, nous demandent moins de services autour de cette problématique sur les aidants salariés. Ça continue. Et donc, nous, on a des dispositifs d'écoute éventuellement qu'on peut mettre à disposition, mais on a moins de demandes en la matière. Mais il y a moins de demandes parce que c'est déjà inclus, ou il y a moins de demandes parce qu'il y a une autre raison? La demande, c'est plutôt
comment on peut trouver des services. Donc, par exemple, je parlais du dispositif Métropole Aidante. Comme il commence à être connu, les gens ils vont directement voir Métropole Oui, Aidante plutôt que venir voir Apicil qui va oui, les aider pour les aiguiller vers Métropole bien Aidante sûr. ou vers telle association qui peut les aider. D'accord. Nous, on fait aussi une aide financière. Vous savez qu'il y a, il y a beaucoup de questions sur est-ce que la sécurité sociale va créer des aides pour les personnes aidantes et des choses autour du don de RTT. Donc, nous, à travers notre caisse de retraite, on a mis des aides financières en place, donc des forfaits pour les ressortissants de la retraite qui sont face à cette situation pour les aider avec des petits forfaits mensuels qui ne sont pas énormes, mais c'est quand même une aide qui peut servir. On a aussi des choses autour de l'équipement du domicile. On continue à avoir un certain nombre de questions autour de l'équipement du domicile parfois. Donc, on est à la limite entre les aidants et les dépendants ou vieillissement, mais ça vient souvent par la question des aidants. L'adaptation du domicile, en fait, ça rentre quand même dans un processus assurantiel parce que on peut estimer que tout le monde va devoir va vous appeler pour adapter son domicile. Est-ce que ça, c'est assurantiel? Parce que je me souviens, en fait, lorsque vous étiez intervenu il y a quelques années à Âge Économie, ça m'avait marqué beaucoup. Vous disiez: «Mais attendez, mais il y a beaucoup de produits sur la silver economy qui, à la base, ne peuvent pas être mis dans une assurance parce que tout le monde va le vouloir, en fait. Il va y avoir autant de cotisants que d'utilisateurs». Si je n'ai Tout pas, à si c'est fait. pas les pensées volontaires. L'adaptation du logement, vous le voyez quand même assurantiel, enfin assez proche assurantiel? Non, 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 Non. non, non, c'est pas un sujet assurantiel. Ce que vous dites, la crise du Covid l'a mis en exergue. Quand Mmh. tout le monde est touché par un risque simultanément, l'assurance touche ses limites. Mmh. Pour qu'il y ait assurance, il faut qu'il y ait un risque. Donc, il faut qu'il y ait une Sûr, c'est ça. probabilité du risque. Et quand il y a une certitude du risque ou quand le risque touche tout le monde en même temps, les engagements les calculs de risque qui sont faits à l'avance sont mis par terre, sont mis à plat, Mmh. et malheureusement. Et donc, on a bien vu dans le cas de certains risques qu'on pouvait toucher aux limites de ces risques, d'où l'idée de faire des systèmes pour gérer les pandémies de manière transverse ou globale. Mais non, l'équipement du domicile, ce n'est pas une question sur laquelle les gens veulent s'assurer, en fait. Mmh. Acheter un produit d'assurance, c'est souvent une obligation. Mmh. Et donc, c'est souvent perçu comme du budget contraint. Hein. Ce n'est pas un plaisir. On ne se lève pas le matin en disant ouais, super, je vais m'acheter une assurance comme je vais m'acheter le dernier sac à main ou je sais pas, ou le dernier livre de tel auteur à la mode ou je sais pas quoi. Donc, c'est souvent une obligation et qui est là pour faire face à des risques auxquels on pense être confronté. Et malheureusement, et donc ça nécessite de se projeter mentalement dans la situation où on aura à faire face au risque. Et la situation où vous devenez dépendant, où il faut faire ce type de choses, c'est des choses qui ne sont pas agréables de se projeter dedans. Et donc, il y a quand même un biais cognitif à faire des produits d'assurance sur quelque chose sur lequel les gens ne veulent pas aller. Fondamentalement, personne n'a envie d'être malade, vous comme moi. Même si on sait, moi j'ai des lunettes, je sais que je vais aller assez régulièrement chez l'opticien et chez l'ophtalmo. Mais voilà, pour des sujets plus graves, vous n'avez pas envie d'avoir un accident de voiture. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie que votre maison brûle. Vous n'avez pas envie d'être dépendant. D'accord. Dernière question qui sort un petit peu du cadre de l'innovation, j'aurais voulu avoir votre avis sur l'assurance dépendance, par exemple. Enfin, en tout cas, la dépendance des personnes âgées. Est-ce que dans l'avenir, vous la voyez financée de manière mutualisée sur l'ensemble de la population ou sur uniquement la population des retraités, comme pourrait dire l'économiste André Masson, en fait, qui propose que tout ce qui est dépendance des personnes âgées, bah, ce soit les retraités qui se mutualisent entre eux pour financer leur propre dépendance. Oui, oui, et ça comment? Alors, c'est une vaste question éthique, sociétale, avant tout et avant d'être financière. Et qui touche à la question de la prise en charge de la fin de vie et parfois même aussi comment on veut gérer la fin de vie. Donc, vous savez encore mieux que moi que la fin de vie, c'est quelque chose qui coûte malheureusement extrêmement cher. Hein. On le voit encore plus dans la crise depuis un an. Donc, je pense que la perception de la société sur ce sujet n'est pas tout à fait établie. Que je pense que et on voit bien avec les débats sur la fin de vie, est-ce qu'il faut accepter la fin de vie, est-ce qu'il faut la favoriser, est-ce qu'il faut l'interdire. Je ne prends pas parti, hein, mais je pense que ce débat-là, éthique et sociétal, n'est pas tout à fait finalisé.
Et après, en tant que financement, je pense on est dans des périodes où on vit des ruptures générationnelles, c'est vrai. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est, on va dire, les personnes qui ont déjà leur parcours professionnel et qui sont plutôt pas très loin de la retraite ou qui sont déjà à la retraite qui doivent. Est-ce que c'est eux qui vont être confrontés dans 10, 15, 20 ans à ce sujet? C'est eux qui doivent le prendre en charge? Ou est-ce que c'est l'ensemble de la société, y compris les actifs ou ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail, pour lesquels la question de la survie économique est quand même au quotidien et reste un sujet? C'est pour ça que moi, je pense quand même que c'est nationaliser et créer un risque nationalisé sur la dépendance. On voit que ça fait plusieurs gouvernements qui tournent autour du pot. On n'arrive pas à trouver de solution de financement. Il y a quand même un poids de la dépense publique qui est importante dans notre pays, et qui est important parce qu'il y a des amortisseurs sociaux qui sont bien plus importants que dans tous les autres pays du monde, hein, et heureusement. Mais je pense qu'il y a une pression sur arrêter quand même la dépense publique, arrêter de remonter la dépense publique qui est importante, notamment parce qu'il y a aussi des sujets non sociaux, hein, dans la dépense publique qui sont indispensables de sécuriser, l'hôpital, la police, l'éducation, les routes et tout le reste. Donc, je pense quand même qu'il y a une limite, et que aujourd'hui, l'état de la société n'est pas tout à fait prêt à accepter ce risque-là, parce qu'il y a une question de projection. Je reviens à la question de la projection. Se dire, c'est financé pour quand je serai un légume, pardonnez-moi l'expression. Et je pense qu'il y a un certain nombre moi je le vois dans des débats philosophiques ou autres, de personnes qui disent qu'il vaut mieux arrêter de vivre que de mal vivre. Donc on passe sur la question du vieillir, la question du bien vieillir. Et malheureusement, c'est à quel moment il faut arrêter de prendre trop en charge, de faire trop d'efforts. Parce que quand on ne peut plus faire les efforts comme on avait pendant les périodes de croissance, ce qui est quand même le cas d'un point de vue macroéconomique, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est quand même compliqué, mais là, c'est un avis personnel, hein, qui n'est pas partagé par mes conseils d'administration. Je pense que c'est compliqué d'aller vers un système national qui fait porter ces questions sur l'ensemble des générations. Voilà, il y a des débats là-dessus, sur est-ce qu'il faut créer un produit obligatoire dès 18 ans là-dessus. Nous, on voit des clients qui ne s'assurent pas sur les risques de base, l'auto, l'habitation, la santé, parce qu'à 18 ans, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de faire face à des risques auxquels ils savent qu'ils vont être confrontés dans 2, 3, 5, 10 ans. Oui, alors prenez une partie de votre pouvoir d'achat pour financer ce sujet. Compliqué. Difficile. Une conclusion sur peut-être le côté innovation, une conclusion pour l'émission. Je pense que je vais dire un gros mot, mais managérialement, par exemple, la crise Covid, ça a été un formidable laboratoire d'innovation. Beaucoup, managérialement, on a été confronté, moi j'ai quand même plusieurs centaines, pas plus d'un millier de personnes qui travaillent avec moi, donc c'était compliqué à gérer. Donc il a fallu chercher des idées. Donc, il y a un certain nombre d'autres acteurs économiques qui ont trouvé des innovations. Faire une interview comme on fait aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait comme ça il y a 5 ans. Donc, l'innovation, elle est, en fait, on la vit au quotidien. Et donc, je pense que continuer à être curieux, continuer à regarder comment évolue la société, comment évoluent nos concitoyens, comment évoluent les problématiques sociétales et aider à y faire face, et trouver le sens profond de chacune de nos actions pour favoriser, orienter nos actions sur ce sens profond. Je pense que c'est l'essence même de l'innovation. Donc, je pense que et moi, je vois, ça fait 9 ans maintenant que je suis chez Apicil, on en fait beaucoup plus qu'il y a 9 ans. Et je pense que dans 9 ans, si je suis encore là, on en fera encore beaucoup plus. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre. C'est l'histoire de l'humanité. C'est Darwin qui disait qu'il faut changer, il faut s'adapter, c'est innover, c'est s'adapter, c'est s'adapter à toutes les situations. Et malheureusement, l'expérience récente nous montre qu'on s'adapte à beaucoup de choses. Super. Merci beaucoup, merci Thomas Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des métiers santé et prévoyance pour Apicil, chez Apicil. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric et à très bientôt.